Les pays pauvres m'ont appris un truc que beaucoup de riches ont oublié. Quand l'argent est rare, la lucidité devient une compétence de survie. Là-bas, tu vois parfois plus clairement ce qui compte vraiment. Pas le statut, pas l'apparence, pas le bruit. Et ce décalage va te déranger, parce qu'il révèle une vérité simple. La vraie richesse est souvent invisible. On nous a appris à regarder les pays pauvres comme des lieux de manque. Et oui, le manque existe. Mais il y a aussi autre chose. Une discipline forcée, une sobriété brutale, une capacité à distinguer le nécessaire du superflu que beaucoup de gens aisés perdent très vite. Et c'est précisément là que le regard s'inverse. Parce que quand tu as peu, chaque dépense compte. Chaque erreur coûte. Chaque achat doit justifier sa place. Tu n'as pas le luxe de te mentir. Tu n'as pas l'espace pour l'inflation du mode de vie. Tu apprends à protéger chaque euro comme une réserve d'optionalité. Tu apprends que ce n'est pas ce que tu montres qui te sauve, c'est ce que tu gardes. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 leçons très concrètes que les pays pauvres m'ont appris sur l'argent. Pas pour glorifier la privation, pas pour romantiser la difficulté, mais pour reprendre quelque chose de beaucoup plus précieux, la marge. Et tu vas voir que cette marge commence souvent là où la majorité commence à gaspiller sa liberté. La première leçon est la plus simple, mais aussi la plus violente. Dans un environnement de rareté, tu cesses très vite de confondre besoin et envie. Dans les pays riches, cette confusion est partout. Elle est même devenue normale. Tu veux un café dehors? On appelle ça un petit plaisir. Tu veux un meuble neuf alors que l'ancien fonctionne encore? On appelle ça améliorer son intérieur. Tu veux changer de téléphone alors que le tien marche? On appelle ça se faire plaisir. Et petit à petit, des envies bien habillées deviennent des habitudes. Des habitudes deviennent un train de vie. Et un train de vie devient une prison douce. Dans les pays pauvres, cette mécanique est cassée beaucoup plus tôt. Parce que personne ne peut se permettre de faire semblant très longtemps. Si le toit fuit, on répare le toit. Si le frigo est vide, on remplit le frigo. Si l'argent manque, on arbitre. Voilà, pas d'histoire, pas de romance, pas de mise en scène. Et cette brutalité a une vertu immense. Elle remet les priorités à leur place. Je me souviens d'un quartier où un voisin m'expliquait comment sa famille répartissait l'argent du mois. Une partie pour la nourriture, une partie pour les urgences, une partie pour le transport. Et le reste? Souvent rien. Pas parce qu'il ne rêvait de rien, mais parce qu'il savait que le rêve ne paie pas la panne de scooter, la visite médicale ou la réparation de la porte. Cette lucidité-là vaut de l'or. Et toi, dans ta vie, combien de dépenses passent aujourd'hui pour des besoins alors qu'elles ne sont que des envies? Le repas livré parce que tu es fatigué, l'achat impulsif parce que tu as eu une journée lourde, l'abonnement que tu as oublié, le vêtement pris pour l'image, le week-end qui coûte cher parce qu'il faut bien vivre un peu. À force, tout devient justifiable, tout devient raisonnable, et c'est comme ça que ton argent disparaît sans bruit. La vraie différence, ce n'est pas le montant, c'est le filtre mental. Les personnes qui vivent avec peu développent souvent un réflexe rare. Elles posent la question exacte. Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce urgent? Est-ce que ça améliore vraiment ma vie ou est-ce juste une impulsion déguisée? Cette question, tu dois la réapprendre, parce que sans elle, ton compte bancaire devient une passoire. Et le pire, c'est que tu peux avoir un bon salaire, une bonne carrière, une vie socialement valorisée, et rester financièrement fragile. Pourquoi? Parce que tu dépenses comme quelqu'un qui pense que le revenu est une garantie, alors que le revenu n'est jamais une garantie. C'est seulement un flux. Et un flux peut se casser. C'est là que la pauvreté, paradoxalement, enseigne une vérité que les environnements riches font oublier. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, c'est ce que tu peux encore refuser d'acheter. La deuxième leçon, c'est que chaque euro doit être protégé comme une réserve d'optionalité. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'un euro n'est pas juste un euro. Un euro peut être du temps. Un euro peut être de la sécurité. Un euro peut être une sortie de secours. Un euro peut être la possibilité de dire non à un boulot toxique, non à une urgence, non à une pression sociale. Dans les environnements où l'argent manque, cette logique est intuitive. On ne dépense pas seulement pour consommer. On dépense pour tenir. On garde de côté pour absorber le choc suivant. Et parce qu'il y a des chocs plus fréquents, la valeur du cash est comprise instinctivement. Pas comme un symbole, comme une protection. Dans les pays riches, au contraire, on te pousse à faire l'inverse. On t'encourage à faire circuler ton argent vers des choses visibles. Un intérieur plus beau, une voiture plus valorisante, une tenue plus élégante,
un mode de vie plus flatteur. Et à la fin, tu te retrouves avec moins de marge alors même que tu gagnes plus. C'est le piège classique de l'inflation du mode de vie. Chaque hausse de revenus est mangée par une hausse des attentes. Et là, il faut être très honnête avec soi-même. Parce que le piège n'a rien d'extraordinaire. Il est même très banal. Tu gagnes un peu plus, donc tu t'autorises un loyer un peu plus cher. Puis quelques restaurants, puis une voiture un peu plus confortable, puis des vacances un peu plus spectaculaires. Et sans t'en rendre compte, ton niveau de vie a grimpé plus vite que ta liberté. C'est exactement pour ça que la richesse silencieuse existe. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à protéger. Elle ne cherche pas à paraître pleine. Elle cherche à rester flexible. Et cette flexibilité dans la vraie vie vaut souvent plus qu'une montée en gamme permanente. Si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes qui ont peu d'argent deviennent paradoxalement plus solides mentalement, regarde leur rapport à la dépense. Elles ne voient pas seulement le prix affiché, elles voient le coût caché. Elles voient la somme qui ne sera pas disponible plus tard. Elles voient la petite marge qui disparaît. Elles voient le prix de l'illusion. Et c'est là que la vraie richesse commence à se construire. Quand tu comprends que chaque dépense ne coûte pas seulement de l'argent, elle coûte aussi de la liberté future. La vraie monnaie n'est pas l'euro ni le dollar, ni même le patrimoine affiché. La vraie monnaie, celle qui compte profondément, c'est le temps dont tu disposes. Imagine deux personnes. La première gagne correctement, mais vit au maximum de ses moyens. La seconde gagne moins, mais garde une réserve, refuse une partie des dépenses sociales, choisit un cadre de vie plus simple. À court terme, la première paraît plus riche. À long terme, la seconde est souvent plus libre. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé de l'oxygène, parce qu'elle a gardé du choix, parce qu'elle a gardé la capacité de traverser un imprévu sans panique. Et honnêtement, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Tu n'as pas besoin d'être extrême. Tu n'as pas besoin de vivre dans le manque. Tu as besoin de réapprendre la sélection. Ce qui compte, ce qui attend, ce qui peut être supprimé, ce qui ne change rien à ta vraie vie. La discipline financière commence souvent par une question très simple. Qu'est-ce qui me protège vraiment? Pas qu'est-ce qui me flatte, pas qu'est-ce qui me donne l'impression d'avancer. Qu'est-ce qui me protège? D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas d'argent pour faire joli, on parle d'argent pour reprendre du contrôle. La troisième leçon est sans doute la plus importante, parce qu'elle touche au cœur de notre époque. Dans les pays pauvres, on apprend plus vite à acheter du temps plutôt que du statut. Ça paraît abstrait, mais c'est en réalité très concret. Quand tu n'as pas beaucoup de marge, tu comprends très vite qu'un objet peut te coûter bien plus que son prix. Il peut te coûter du temps d'entretien, du stress, de l'attention, de l'espace mental, de l'énergie. Il peut te coûter une promesse d'image. Il peut te coûter une dépendance silencieuse. Dans les environnements plus riches, on achète souvent pour signaler quelque chose. Le bon goût, la réussite, la stabilité, le niveau. On achète pour être perçu d'une certaine manière. Mais cette logique est dangereuse parce qu'elle transforme l'argent en outil de validation sociale. Et dès que tu fais ça, tu sors de la stratégie. Tu entres dans le théâtre. Le théâtre est cher, toujours. Un appartement trop grand, c'est plus de charges, plus de ménage, plus d'objets à remplir, plus de fatigue diffuse. Une voiture trop récente, c'est plus d'assurance, plus de pression, plus de peur de l'abîmer. Des vêtements choisis pour être vus, c'est plus de renouvellement, plus d'achats impulsifs, plus de comparaison. Un style de vie construit pour rassurer les autres te retire souvent la possibilité de respirer toi-même. Et c'est là que la sobriété des pays pauvres devient instructive. Pas parce qu'elle est idéale, pas parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle révèle une chose que les riches oublient, le confort réel n'est pas toujours visible. Parfois, le vrai confort, c'est de ne rien devoir prouver. Je me rappelle d'un petit commerçant qui réparait lui-même une partie de ses outils avant d'en acheter de nouveaux. Pour lui, ce n'était pas une posture, c'était une logique. Tant qu'un objet pouvait servir, il servait. Tant qu'une solution coûtait moins qu'un remplacement, elle était choisie. Et cette logique n'avait rien de misérable. Elle était puissante parce qu'elle transformait le réflexe d'achat en réflexion de survie intelligente. C'est une des grandes erreurs des milieux plus aisés. Ils confondent accessibilité et légitimité. Parce que quelque chose est accessible financièrement, ils pensent qu'il est raisonnable de l'acheter. Faux. La question qu'il faut se poser est: qu'est-ce que cet achat fait à ma marge? Qu'est-ce qu'il me retire demain? Et si tu veux reprendre le fil, tu peux t'inspirer de trois principes très simples. 1.
Toute dépense doit être justifiée par un bénéfice réel, pas par une émotion passagère. 2. Toute hausse de revenus doit d'abord renforcer ton coussin financier avant de nourrir ton train de vie. 3. Tout achat important doit être évalué en temps, pas seulement en prix. Parce qu'un objet bon marché peut devenir cher s'il t'enchaîne, et un objet plus coûteux peut être intelligent s'il t'évite du stress, du remplacement ou du gaspillage. La vraie richesse est souvent invisible. Et c'est précisément pour cette raison que cette stratégie fonctionne si bien. Parce qu'elle ne cherche pas à briller, elle cherche à durer. Elle ne cherche pas à flatter l'instant. Elle cherche à construire une marge de manœuvre. Et cette marge, jour après jour, devient une forme de puissance calme. Les pays pauvres ne nous apprennent pas la honte. Ils nous apprennent la séparation entre le nécessaire et le superflu. Ils nous apprennent qu'on peut être plus libre avec moins, à condition de garder l'essentiel et de refuser le reste. La patience rémunère mieux que l'impulsivité. Et la liberté commence souvent au moment exact où tu arrêtes de gaspiller ta liberté pour impressionner des gens qui, eux, ne paient pas tes factures. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir. Et rappelle-toi, la meilleure décision financière est souvent celle que personne n'applaudit au début, mais que ton futur te remerciera d'avoir prise. Abonne-toi maintenant si tu veux continuer à construire une marge solide, une épargne automatique et une liberté silencieuse. Ici, on construit une richesse réelle, discrète, intelligente et surtout durable dans le temps.